Donc, bonjour à tous. Donc, je suis donc Marseille Beltré. C'est moi donc qui vais animer cette session de webinaire qui couvre le sujet du BIM pour l'électricité. Et donc c'est une session, donc c'est un rendez-vous qui va s'étaler sur 5 sessions de webinaire. Donc, dont la première session est aujourd'hui, dont on va poser le cadre, essayer de comprendre comment s'articule l'électricité dans le BIM, essayer de comprendre le BIM. Il y aura sans doute des rappels sur des sujets que vous connaissez déjà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir présenter un petit peu sur toutes les phases du projet, l'intégration du lot électrique, l'identification du lot électrique par ces sessions de webinaire, donc qui vont avoir lieu chaque mois. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement sur un petit peu l'état de lieu, savoir l'aspect normatif et le BIM de manière globale et identifier l'électricité dans le processus. Donc, comment ça va se dérouler donc une petite présentation rapide de la société Man & Machine, le contexte du BIM, identification du lot électricité dans le processus et approche sur l'écosystème BIM et les solutions qui permettent de gérer le lot électricité. Donc, présentation. Donc, rapidement, donc Man & Machine, donc c'est un groupe. Je vous présente ces jolies photos qui représentent un petit peu les équipes commerciales du groupe. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis comme ça depuis la situation qu'on connaît, mais effectivement, cette photo date de l'année dernière où on se réunit régulièrement pour partager nos expériences autour du BIM. Donc, Man & Machine, c'est un groupe qui a été créé en 1984. C'est le premier partenaire d'Autodesk avec un chiffre d'affaires à peu près de 250 millions d'euros. On est plus de 60 implantations, plus de 1000 collaborateurs et différents développeurs qui développent nos propres solutions en interne. On couvre plusieurs secteurs d'activité, tant que sur la partie industrielle que sur la partie tertiaire, architecture et construction, et tout aussi la partie civile. Et donc, on est spécialisé dans la conception et le développement et la commercialisation des solutions CAO. Vous connaissez notamment les solutions Autodesk. Nous sommes aussi donc premier partenaire d'Autodesk et centre de formation certifié auprès d'Autodesk. Nous sommes organisme de formation, à savoir que lorsque vous souhaitez vous former chez nous, nous pouvons vous fournir un certificat de formation, une attestation. Et voilà, notre organisme est reconnu et accrédité par Autodesk, d'où on détient le label Platinum parce qu'on est le plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur. Donc, la stratégie de Man & Machine, c'est d'associer une vision technique, des compétences techniques avec des partenariats technologiques. On est premier partenaire d'Autodesk, on a aussi différents partenaires, notamment Oracle, on a aussi Codomus, différents partenaires pour pouvoir répondre à vos besoins, à un besoin client, à un besoin de construction, à un besoin de transition, de changement de méthode. Voilà, nous essayons de répondre présent et mettre en face la bonne solution devant le besoin que vous avez. Donc, des partenariats technologiques, comme je vous disais, on cherche à couvrir enfin l'ensemble des besoins des différents métiers, des différents usages, des différentes phases de la construction. Donc, apporter une réponse à ces différents besoins, notamment sur la partie électrique qui va nous concerner aujourd'hui, qui va se regrouper dans la partie MEP. Man & Machine édite une solution qui s'appelle XLEC, enfin, pas EXS, pardon, EXS, mais c'est surtout une solution schématique électrique. Hein. Mais voilà, donc, le gros, c'est de pouvoir fournir des solutions adaptées à vos projets. Et nous avons aussi une approche orientée utilisateur qui est une très forte part de notre activité, qui est de certifier les utilisateurs dans l'utilisation des solutions.
notamment par la certification Certiport sur l'usage des solutions Autodesk, notamment Revit, à partir duquel nous développons un parcours de formation pour former les acteurs sur la partie modeler, en tant que BIM modeler, en tant que BIM coordinateur, en tant que BIM manager. Nous proposons un parcours de formation qui couvre ces besoins. Donc, l'idée, ça va se représenter de la manière suivante, à savoir que ici, on va avoir donc la partie BIM modélisation qui va être couverte sur les différents outils métiers, BIM coordination et BIM management. Aujourd'hui, ces formations sont certifiées par Building Smart en Allemagne et nous cherchons, nous, actuellement en France, justement, à concrétiser la même démarche et à porter une certification à la fin du cursus de formation qui sont proposés chez nous. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, essayer d'accompagner nos clients en comprenant leurs enjeux, en évaluant leurs besoins et pour pouvoir les accompagner dans leur passage au BIM et faire en sorte que les équipes soient correctement formées pour pouvoir bien prendre en main le sujet et développer des process efficaces dans la modélisation, dans la mise en place de leur stratégie, etc. Donc, ce que nous faisons en développant pour pouvoir développer une stratégie BIM d'une entreprise, généralement, on va faire un audit pour comprendre le besoin et en fonction de ce que l'entreprise souhaite mettre en place, il peut y avoir plusieurs parcours, plusieurs démarches qu'on va analyser ensemble pour définir une feuille de route et pouvoir définir un guide BIM de l'entreprise pour pouvoir justement introduire le BIM dans les variables de l'entreprise. Voilà pour la façon dont on a d'accompagner et d'implémenter le BIM chez les différents clients partenaires avec lesquels nous travaillons. Pareillement, nous accompagnons aussi les différentes entreprises en détachant du personnel, par de la modélisation, par de la sous-traitance, en intégrant une équipe pour pouvoir apporter nos compétences sur des projets. Et voilà, donc on a toute une équipe qui est prête, qui est formée, qui est proche des utilisateurs pour pouvoir répondre à vos besoins BIM. Et ce qui est intéressant ici, nous avons aussi un groupe de sachants BIM et qui se réunit assez régulièrement, plus trop en ce moment, mais autour d'un BIM Expert Day où l'ensemble des acteurs BIM, on va dire, du groupe se réunissent pour pouvoir partager leur expérience et partager leurs connaissances. Voilà, c'est un moment très fort parce qu'effectivement, le groupe a cette rayonnance un petit peu sur l'Europe et donc a une connaissance de différents projets BIM et de différents usages. Donc, il y a un partage de connaissances qui est assez enrichissant. Donc, le contexte actuel du BIM en France, une fois qu'on a passé le BIM, donc on connaît le BIM, le processus BIM est un processus collaboratif. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Qu'est-ce que c'est que le BIM? C'est un flux de travail intégré qui permet aux architectes et aux ingénieurs de penser à un projet de construction de manière numérique avant de le construire. Et pendant la phase de construction et durant tout le cycle de vie du projet, voilà l'idée du BIM. Donc, sur l'aspect définition, on va retenir en France, en tout cas, plusieurs mots. Savoir que le BIM est un mot polysémique qu'on peut traduire par maquette numérique, par processus BIM, par BIM management, de la signification du M. Et ce sont les significations qui ont été retenues, par exemple, dans le guide de la recommandation de la maîtrise d'ouvrage en France sur cet aspect de définition du BIM. Savoir que le BIM, c'est un ensemble
quand on commence à faire du BIM, on se pose plein de questions. Quel métier est concerné, quels sont les outils, qui va le faire, comment on va le faire, est-ce qu'il y a des formats d'échange ou enfin, plein de questions se posent. Et effectivement, le BIM, c'est un ensemble de choses, d'objets. On va passer à un écosystème de logiciels, un écosystème d'acteurs. On en a besoin de conventions, on va avoir besoin d'objets BIM, on va de normalisation, on a besoin de management, il y a forcément un réseau parce qu'on parle de cloud, il y a tout un aspect technologique aussi très, très important qui sans technologie, on ne parlerait pas de BIM. Et forcément aussi, les acteurs sont au cœur du sujet parce que c'est les hommes qui portent le BIM. Voilà. Le BIM, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, il faut établir des règles, établir une stratégie d'identification dans le processus et de développement dans le processus. En France, comment ça se fait? Bon, c'est vrai, il y a une genèse du BIM que j'essaye de rappeler rapidement, que tout le monde connaît, hein, enfin tout le monde, ceux qui s'intéressent en tout cas sur le sujet du BIM. Ça part en 2017 par une annonce de Cécile Duflot, puis il y a eu le plan de transition numérique, puis il y a eu la charte d'engagement BIM qui a été signée en 2022, qui donne aujourd'hui en fait cet objectif BIM pour une normalisation en 2022. Donc, le plan de transition du numérique du bâtiment a impulsé beaucoup de choses, hein. Il y a eu énormément d'investissements et énormément de travaux qui ont permis justement une prise en connaissance, une familiarisation avec le BIM, avant justement d'intégrer le plan de 2022, le plan pour le BIM en 2022 qui est porté par ADN Construction, qui est basé sur deux axes. Et trois actions. La première axe, c'est de généraliser les commandes en BIM dans l'ensemble de la construction, avec différentes actions. Donc, la première action, c'est fiabiliser, sécuriser la commande et les contrats, simplifier le contrôle et l'autocontrôle du projet, la prise en compte des besoins de la filière, et accélérer et faire converger un observatoire du BIM dans le bâtiment. Il y a plusieurs actions qui ont été mises. Bon, je ne vais pas développer ces points parce que voilà, vous pouvez trouver plein d'informations dessus sur le site, notamment sur le site du plan BIM 2022, mais c'est juste ces actions qui ont été développées. Donc, le deuxième axe du BIM, c'est de déployer le BIM dans tout le territoire pour tous grâce à des outils adaptés. Donc, l'idée ici, c'est de développer des outils et de monter en compétence les différents acteurs, évaluer les maturités en BIM et les faire connaître, constituer un écosystème dynamique permettant à l'ensemble des acteurs d'échanger, en particulier au niveau local, collaborer concrètement en BIM, par exemple avec la plateforme Croquis qui a été mise en place. Il y a plusieurs actions qui ont été mises en place. Vous avez sans doute entendu parler du BIM, du Rex BIM Tour, qui permet justement à évangéliser, à faire connaître le BIM. Tout ça, ça fait partie justement de ces actions. Et par exemple, évaluer aussi la maturité du BIM et le faire connaître par justement en développant les compétences. C'est un point qui est très intéressant sur lequel je vais insister rapidement, parce qu'en fait, on a eu des titres professionnels qui ont été justement qui sont apparus en 2019. C'est le titre professionnel de BIM Modeler et le titre professionnel de BIM Coordinateur, qui sont aujourd'hui des reconnaissances de titres professionnels concrètement dans l'emploi. Donc, c'est sur ces axes qu'on peut s'appuyer pour pouvoir former, certifier dans la démarche. Après, il y a d'autres actions et d'autres travaux qui sont menés en France. Tout ça pour dire que les institutions, les acteurs de la construction sont pleinement investis et portent le sujet à bras le corps, et le BIM avance sereinement. Il y a des très beaux projets qui sortent. Et voilà. Donc l'idée, effectivement, dans ce webinaire, c'est pas forcément de refaire le BIM sur des sujets, c'est vraiment de s'axer sur l'électricité. Je pose ici le contexte. Et voilà, et après on déroule le sujet. Donc le BIM et le projet.
Ça va être assez intéressant ici. Mieux penser pour mieux construire. Donc, on connaît cette courbe de Marc Launay qui illustre un petit peu le projet, à savoir que ici, aujourd'hui, dans un projet classique, l'effort est surtout fourni en phase exécution. On peut le voir ici sur la courbe qui est présente ici. Et généralement, dans cette phase, la modification est très compliquée parce qu'en fait, plus on avance dans le projet, moins on peut modifier le projet et plus on veut modifier, plus voilà, c'est onéreux, plus il est cher d'honorer. Pour ça qu'en fait, faire du BIM amène à déporter cette courbe plus en amont, à pouvoir justement analyser et projeter mieux, ce qui fait que plus tôt on commence, plus facile il est de modifier, d'optimiser, donc moins coûteux il est de modifier. Donc, c'est ce qu'amène le BIM, c'est de pouvoir justement déporter en fait l'ensemble des phases plus en amont pour pouvoir justement impacter la performance du projet dès les premières phases d'études. Et donc ça va être, si on se positionne en tant qu'électricien, ça va avoir un impact qu'on va pouvoir discuter prochainement. Parce que ici, notamment si on se positionne sur la loi MOP, ici je prends une illustration qui a été faite sur une étude de l'OPIEC, que si on doit déporter justement cette phase d'étude, à savoir que aujourd'hui majoritairement, l'étude électrique est beaucoup plus poussée sur la phase exécution que sur la phase conception. Donc on voit ici, si on veut adopter cette méthode d'avancer un petit peu la charge, on va déporter ici les charges qui sont sur l'exé sur la partie conception. Qu'est-ce que ça va impliquer pour l'électricité? C'est ce qu'on verra au fil de ce webinaire. À savoir qu'en France, la responsabilité de la conception d'une installation électrique et donc sa conformité avec la norme appartient à l'installateur d'entreprise et non au BET. Ceci contrairement aux autres corps de métier, aux entreprises. Donc si on revient, à savoir que je reviens juste en arrière, que la responsabilité d'installation électrique est portée par l'installateur. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une pensée à avoir sur le fait de déporter la charge du projet. Après, il y a, pour pouvoir faciliter aussi la convergence, on voit la prise en compte des projets BIM, il y a eu plusieurs actions, notamment aussi les marchés globaux de performance qui permet à une entreprise, un bureau de conception, un bureau d'exécution de pouvoir travailler communément dans un objectif de pouvoir répondre à des contraintes, et des objectifs technologiques, techniques du projet. Donc, ce sont des projets sous la MOP et donc on peut en conception-réalisation voilà, y répondre facilement. Donc, effectivement, pour pouvoir faire du BIM, aujourd'hui, on a un ensemble de contrats qui va décrire un petit peu les exigences de la maîtrise d'ouvrage dans sa méthodologie de travail. On va ici retrouver ici la charte BIM, qui sont les attendus pour l'ensemble des projets de la maîtrise d'ouvrage. De là, pour un nouveau projet de construction, la maîtrise d'ouvrage va produire un cahier de charge BIM, qui est aujourd'hui un document contractuel du projet. Et de là, on va avoir les objectifs BIM du projet. Cette cahier des charges, bien sûr, répond à la charte BIM de la maîtrise d'ouvrage. Et de là, effectivement, la maîtrise d'œuvre va pouvoir décliner ce cahier de charges en convention BIM, en y apportant des technicités, des besoins et des réponses. Et bien sûr, l'entreprise va pouvoir développer cette convention BIM dans une convention d'exécution BIM, dans un plan d'exécution BIM pour la partie réalisée. Donc voilà les différents contrats. Pour pouvoir écrire, en fait, pouvoir définir ces documents, il y a eu plusieurs écrits qui sont sortis. Je ne vais pas en faire la liste complète, exhaustive des différents documents, mais il y a ceux-là
ces différents éléments qui sont assez pertinents et référents, à savoir qu'il y a le guide méthodologique de MediaConstruct qui explique comment écrire une convention. Et dernièrement, justement, il y a eu une convention type qui a été éditée par la CEREMA et écrit par Bill Motion dans le cadre des travaux de plan de transition numérique dans le bâtiment, qui sert en fait à aider à écrire une convention BIM. Et voilà. Donc c'est assez intéressant de voir. Tous ces documents sont accessibles sur Internet gratuitement. Donc aussi quelques manuels références, quelques manuels référents, assez intéressant, le guide de la recommandation de la maîtrise d'ouvrage qui accompagne, qui guide les MOA à prendre en main le BIM, à les intégrer le BIM dans leur variable, dans leur démarche. Et donc ici, on peut, depuis 2016, ce guide est sorti. Aujourd'hui, on est en 2021, il n'y a pas encore d'imposition et on verra que la maîtrise d'ouvrage est au cœur de l'avancement du processus BIM. C'est par la prescription, par le besoin, par la demande que le projet, que le BIM avancera et on décrira de plus en plus les besoins et les attendus. Bien sûr, forcément, pour faire du BIM, il y a un aspect normalisation. Donc, on va se baser sur l'ISO 19650 avec tout un aspect sur l'environnement commun de données et qui va décrire comment organiser l'information, comment gérer l'information. À savoir, ces guides sont disponibles directement sur le site du UK BIM Framework, où vous allez pouvoir télécharger ces différents sites. À savoir que chez Man & Machine, on a une formation qui permet aussi de rentrer dans le détail de ces normes et de les expliquer, et pour pouvoir en fait organiser l'information durant tout le cycle de vie du projet. Et donc tout ça, c'est normé. À savoir qu'en France, on a traduit un petit peu cette norme ISO qui venait de Grande-Bretagne, qu'on a traduit en 2 volets. Il y a par exemple la version 1 qui fournit la recommandation, qui fournit un cadre de gestion de l'information incluant l'échange et l'enregistrement et le contrôle de version et de l'organisation des acteurs. Donc on va avoir ici une gestion du cycle de vie de l'information avec une gestion qui est ici représentée par 19650. Et dans tout ça, donc on va décrire un petit peu, comment le BIM va être organisé en fonction des niveaux de maturité, des stades d'évolution dans la prise en compte du BIM, en intégrant aussi une organisation de l'information sur un CDE, ce qu'on appelle un Common Data Environment. Donc tout ça, ça va être décrit dans le guide. Pareillement, la planification de la livraison de l'information, donc comment on va organiser, comment on va planifier le livrable, à quel moment et comment doit être décrites ces données. Tout ça, c'est décrit dans le guide. Et comment aussi on va travailler avec un environnement commun de données. Donc tout ça, ça va être décrit dans ces guides et doivent accompagner, doit guider les acteurs dans la mise en place du processus collaboratif autour d'une plateforme collaborative. Puis il y a le deuxième volet qui va surtout être là, par contre, sur l'organisation des échanges et des acteurs, à savoir mettre en place un processus de gestion de l'information, quand est-ce que la donnée rentre, quand est-ce qu'il sort et comment organiser les acteurs qui vont travailler sur le projet. Donc, identifier les rôles. Très important dans un processus BIM, c'est d'identifier le rôle de qui fait quoi. Le modeleur, le BIM manager, le contributeur, le BIM coordinateur. En fait, tous les rôles vont être définis et clairement identifiés. Donc, sur l'aspect collaboration, sur l'aspect collaboration, voilà, on va avoir des données intégrées. L'idée de ce qu'on appelle un CDE, toutes les normes que je viens de vous citer avant, de la 19, permettent d'organiser le travail collaboratif de différents éléments, de différents acteurs, parce qu'il va y avoir énormément de données, et ces données, il faut les organiser. On ne peut pas partager et mettre en commun et collaborer sans règles.
Donc, il est indispensable de définir des règles. Et donc, c'est pour ça que la norme précédemment est très importante et indispensable pour la bonne marche enfin, du processus. Pareillement, le BIM Project connecte les équipes et les données s'ouvrent dans l'écosystème. Ici, on va pouvoir travailler avec différents formats. Ici, je vous donne juste des idées, des pistes, à savoir que dans ce qu'on appelle un CDE, on va pouvoir centraliser l'information qui va permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir échanger, consulter, enrichir en fonction des autorisations autres. Les différentes plateformes vont pouvoir se connecter et pouvoir travailler sur cette base de données centrale du projet et pouvoir travailler sur des fichiers, sur un fichier OpenBIM, sur un fichier ouvert, un fichier neutre. Donc l'idée du projet, ce qu'on appellera même le clone numérique, c'est de pouvoir travailler de manière collaborative et de permettre à l'ensemble des acteurs de travailler ensemble et de pouvoir apporter chacun leurs connaissances et donc et de fédérer ainsi les équipes dans le processus de construction. Donc tout ça, c'est l'idée du BIM, c'est la collaboration, c'est les règles, c'est les normes et c'est des normes et il faut identifier dans ce processus. Ici, on a un exemple, par exemple, lorsqu'on a une maquette numérique BIM qu'on a réalisée, qu'on va avoir dans un clone digital, on va pouvoir justement, lorsque les données sont correctement renseignées, on va pouvoir justement les consulter et pouvoir avoir l'historique des interventions sur un équipement et donc avoir la traçabilité, le cycle de vie de tous les équipements et toutes les interventions. Là, c'est un cas d'usage en exploitation qui est très intéressant. C'est pour vous montrer en finalité, le fait de mettre en place tous les processus, de créer des maquettes, de créer des données, permet au final de pouvoir exploiter. C'est ce qu'on verra à la conclusion de ce webinaire, à quoi va servir tout ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, de construire, de gagner du temps, mais la maquette va vivre encore pendant tout le cycle de vie du projet et va être enrichi et c'est justement là que l'électricité a un rôle très important qu'on va voir juste après. Donc ici, c'est différents exemples d'usage du BIM. À savoir ici, pareillement, là ici, j'utilise une plateforme qui s'appelle Ecodomus. La maquette peut être produite, par exemple, par n'importe quel outil de modélisation. Après, cette gestion, après, une fois que la maquette elle est construite, la donnée va se retrouver sur la maîtrise d'ouvrage qui va l'intégrer à son principe de GMAO, donc va pouvoir faire des requêtes d'analyse et donc identifier les équipements, faire des annotations. Les mainteneurs vont être équipés de portables pour pouvoir annoter, etc. Mais avant d'arriver à tout ça, il faut régler les choses. C'est ça, effectivement, on a l'habitude de montrer des belles vidéos, des choses qui fonctionnent. Et pour arriver à mettre en place un processus qui fonctionne, une maquette sur laquelle on va pouvoir mettre une stratégie d'exploitation maintenance, il faut mettre en place plein de règles. Et il faut que la façon dont les données sont décrites soit clairement identifiée. Et c'est pour vous sensibiliser là-dessus qu'on va aborder justement tout ce qui suit. Parce que là, effectivement, ça, c'est une finalité. Enfin, c'est un début pour l'aspect exploitation-maintenance, mais c'est une finalité dans la phase de conception et de production du projet. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau, il y a des choses à mettre en place. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, identification du lot électrique dans le processus BIM. Identification du lot électrique dans le processus BIM. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'électricité? Comment on y va? Donc, l'électricité, on retrouve ça effectivement dans le projet qui va dans l'ensemble. Le lot élect est partout dans le bâtiment et couvre tout le cycle de vie du projet. C'est ce qu'on va démontrer ici. Et généralement, on parle de MEP, donc mécanique, électricité, plomberie, dans
la démarche, l'OELEC a pleinement sa part et son besoin d'exister. Ici, comment faire de l'électricité, quel outil, quel format d'échange, quel processus. L'électricité, on va avoir une maquette numérique dans laquelle on va avoir besoin de générer plusieurs choses. Un, de générer l'installation électrique, implanter les différents équipements. On va avoir besoin de faire des notes de calcul, on va avoir besoin de dimensionner des chemins de câbles, des armoires, des locaux, on va avoir besoin de créer des schémas, on va avoir besoin de nomenclature, on va avoir besoin de plein de choses. Une étude électrique couvre effectivement plusieurs tâches et qu'il faut pouvoir y répondre. Et l'idée, c'est de se dire que si l'ensemble de la donnée qui décrit mon installation est stockée dans une base centralisée unique, comment justement interagir entre les différentes solutions, les différents éléments pour pouvoir extraire l'information que j'ai besoin. Donc tout ça, justement, c'est ce qui va définir le processus BIM électrique. Effectivement, le lot électrique implique plusieurs acteurs, des éditeurs, des fabricants. Et l'exercice que je vous propose ici, aujourd'hui, de vous présenter l'électricité sans parti pris éditeur. Donc, effectivement, parfois, il est un peu plus simple de présenter parce qu'on concrètement, on va présenter une faisabilité, une action, un besoin avec une fonctionnalité précise d'un logiciel. Il s'agit sur ce webinaire de prendre un peu de recul et de se dire que voilà, comment on fait, est-ce qu'on peut discuter, parce qu'il y a ce sujet qui est très important, qui est dans l'échange, dans la collaboration, qu'il faut mettre sur la table. Si on prend le cas d'une étude électrique en format AutoCAD, généralement, on a l'habitude de saisir des choses à la main. On implante sur AutoCAD, puis on fait le schéma à la main. Et généralement, sur le plan d'implantation, on va avoir le même repère que sur le schéma. En fait, il y a souvent plusieurs tâches, plusieurs éléments, plusieurs documents qui sont normalisés et qu'on doit obligatoirement fournir parce que c'est des éléments décrivent et définissent l'étude, mais il y a énormément de redondance et de ressaisie d'informations. Ça, c'est le processus manuel. Et comme je dis régulièrement, dans un bureau d'études, vous voyez, on prend le schéma, on prend le plan d'implantation, on prend la liste de nomenclature, on stabilote, on vérifie tous ces éléments. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir associer l'ensemble des tâches nécessaires à une étude électrique à un processus BIM. Un processus qui permet à une logique qui permet de centraliser l'information et qui va permettre, dans une base de données du projet, on peut parler ça d'une maquette numérique électrique, on va pouvoir intégrer et consulter l'ensemble des données du projet. Bien sûr, il y aura l'aspect maquette numérique pour l'aspect visualisation, pour l'aspect 3D, pour l'aspect localisation, mais on va pouvoir aussi sélectionner un tableau, enfin l'idée en tout cas, c'est de pouvoir sélectionner un tableau et éditer son schéma et d'y avoir accès et de pouvoir effectivement consulter l'ensemble des éléments qui vont constituer le projet. Et qui parle d'électricité dit un ensemble de fabricants. Donc j'en cite quelques-uns ici. Et forcément, qui dit électricité dit un ensemble de normes. Savoir que chaque pays a sa propre norme. Donc c'est voilà, assez compliqué d'avoir une méthode de travail unique et globale à tous. Donc, il faut, localiser, ce qui complique un peu la chose, et deux, aussi prendre les contraintes des fabricants. Parce que chaque fabricant a sa façon de faire et a sa façon d'identifier et de façon de décrire ces objets. Voilà. Donc, on va voir aussi qu'il y a des aspects normalisés ici qui vont être très importants à intégrer. Donc, le BIM, pour vous dire, il y a forcément les besoins métiers, mais il y a aussi des données normatives, des données de fabricants à intégrer qui sont indispensables à l'installation. Quand on parle de BIM, je ne vous parle pas que de la maquette numérique 3, enfin de la maquette numérique 3D ou de l'implantation 3D des équipements. À savoir, j'ai implanté mes luminaires, mes équipements, j'ai fini. Effectivement, c'est une bonne phase, c'est intéressant, mais là, je parle vraiment de l'aspect distribution, calcul,
et prendre en compte de l'ensemble des normes du projet. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder ici. À savoir que dans cette présentation, on va aborder, ce qu'on va essayer de voir, c'est aussi ce qui manque, ce qui serait bien à voir et comment aujourd'hui les choses sont décrites. Voilà. Donc, maquette numérique électrique et objet BIM. Pour pouvoir définir la maquette numérique électrique, on a un besoin de modéliser. On va avoir besoin de modéliser différents équipements, des tableaux, des luminaires, des chemins de câbles. Donc, tous ces équipements, ce qui va être intéressant, si on veut par la suite que ces équipements, on puisse avoir les caractéristiques de ces éléments, on va pouvoir ici consulter la propriété de l'objet à tout moment. Et cette propriété doit être unique et doit vivre tout le long tout le cycle de vie de la maquette numérique. Donc, il y a un aspect objet et maquette numérique. Qui dit objet dit fabricant. Il y a aussi une disponibilité d'objets génériques. On va parler d'objets génériques en fonction de la phase d'avancement du projet. Il y a un travail qui a été fait par les organismes INES et Gimelec sur le site Bimenco pour mettre à disposition des bibliothèques d'objets génériques. C'est une liste de 7 objets génériques qui sont nécessaires à une installation électrique, du tableau de distribution à la prise, au tableau de basse tension, au transformateur. En fait, voilà. On va sur le site du Gimelec, vous avez accès à cette famille d'objets génériques et avec les propriétés électriques déjà préconfigurées. Après, chez d'autres fabricants, on va pouvoir accéder directement à leur contenu. Ce qui est intéressant, ici, je prends l'exemple de Schneider Electric, mais effectivement, que ce soit chez Legrand ou ABB, sur les différentes plateformes d'objets BIM, vous pouvez chercher, vous trouverez des familles d'objets prêtes à l'emploi, etc. Après, il y a l'aspect propriété qui va être décrit dans l'objet, et c'est là aussi qu'on va se poser des questions. Ça, c'est pour les objets BIM. Et pour pouvoir décrire ces objets BIM, il y a un aspect normatif. Il y a une norme qui est devenue, c'est la XP 07150, qui est devenue dernièrement la PRN ISO 23386, qui permet de décrire des objets. Ici, moi, je me pose une question, à savoir on décrit ici l'objet BIM en répondant à une norme de description des propriétés. Parallèlement, il y a une norme internationale qui s'appelle ETIM. Les acteurs électriciens, surtout ceux qui travaillent dans l'industrie, connaissent cette norme qui permet justement de décrire et de spécifier sans ambigu les caractéristiques techniques d'un objet. Aujourd'hui, pour l'aspect électrique, c'est très important, à savoir que moi, j'ai un objet qui est décrit dans ma maquette. Je veux que les caractéristiques techniques restent et que d'un acteur à l'autre, d'un logiciel à l'autre, d'un logiciel à l'autre, d'une entreprise à l'autre, eh bien que je retrouve mes mêmes caractéristiques dans le même objet. Donc ça, aujourd'hui, c'est normé. Il y a cette norme qui permet de le porter. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, et voilà, je n'ai pas la réponse, c'est vraiment la mise en commande de cette norme qui est aujourd'hui reconnue, utilisée dans le secteur de l'électricité, sur la classification de la propriété électrique technique de l'objet. Donc, il y a un besoin de normalisation. Il y a un besoin de normalisation de la donnée. À savoir qu'un disjoncteur, est-ce qu'on peut se poser cette question? Un disjoncteur chez un fabricant A ou chez un fabricant B peut être décrit de la même façon, et peu importe le logiciel de calcul. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Donc, c'est un peu le sujet, à savoir que ça va bien plus loin que je positionne dans l'espace, j'ai la propriété de localisation. Après, il y a un aspect effectivement de coût, de chiffrage, de quantitatif ou autre. Mais l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir identifier les éléments. Ici, je vais décrire rapidement cet exemple. Je connais cette norme, hein. J'ai aucun un avantage dessus, j'en parle parce qu'elle me paraît pertinente. Mais voilà, c'est pour ça que je la présente rapidement. Ici, par exemple, sur une ampoule,
On va pouvoir identifier la tension, le flux, la tension lumineuse, enfin, toutes les règles et la façon dont l'objet est décrit va être classifié. Donc, ça peut être intéressant de combiner, d'associer. Je crois qu'il y a déjà des travaux qui sont faits dans ce sens-là avec Building Smart. Et pareillement, en tout ce qui concerne les familles d'objets électriques, ici, je prends l'exemple de Revit. Il y a un aspect d'omniclass qui est important, il y a un aspect de tension, donc il y a tout un volet de propriétés qui vont être décrites dans la maquette. Et il y a aussi un aspect connecteur. D'un logiciel de modélisation à l'autre, je ne suis pas sûr que cet aspect connecteur soit commun. Je ne suis pas sûr que cet aspect connecteur soit commun. Et donc, voilà. Donc, il y a cet aspect comment décrire l'objet, à savoir que les caractéristiques électriques dans Revit ne sont pas stockées dans l'objet, mais sont stockées dans le connecteur. C'est appréciable, hein, voilà. Mais il faut le savoir. Et pareillement, la façon dont on va identifier l'objet par son omniclass. Donc, on a parlé précédemment d'aspect normatif. Donc, ici, ça va avoir une incidence très importante dans la façon dont on va communiquer avec les autres outils. Donc, l'aspect objet BIM est très important, impliquant les fabricants, impliquant les différents acteurs, comme je vous l'ai dit précédemment. Il y a un besoin de pouvoir définir un circuit électrique. C'est indispensable que la plateforme qui va nous permettre de modéliser nous permette de définir un circuit. Un circuit avec un tenant, un aboutissant et surtout avec un câble un circuit qui va décrire la distribution. Donc, on a le circuit, il va avoir la protection, le câble avec la longueur du câble et bien sûr la charge qui va être définie par le récepteur. Donc, de pouvoir décrire le circuit. Aujourd'hui, quelles sont les plateformes de modélisation? Je dis bien une plateforme de modélisation qui va permettre non seulement d'implanter, mais aussi de décrire le circuit de distribution avec les différentes caractéristiques. Après, voilà, il faut faire un benchmark de différentes plateformes de modélisation. Aujourd'hui, Revit permet de modéliser un petit peu toute cette distribution, ce qu'on verra par la suite, et de voir comment. Voilà. Donc, à mon avis, voilà, toute plateforme qui se dit de pouvoir proposer une modélisation doit pouvoir au moins permettre de décrire un circuit de distribution. Et on a un besoin aussi, d'une réelle gestion du câble. Une réelle gestion du câble parce que c'est ce qu'on protège, c'est ce qui transporte l'énergie, c'est ce qui transporte l'électricité. Donc, on a un réel besoin de gestion du câble et des modes de pose et des modes de cheminement de ce câble dans la maquette numérique. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite, pour des besoins d'exploitation, pour des besoins de gestion, de maintenance, ça va être indéniable. Après, pour des aspects chiffrage, construction, installation, c'est indéniable. Sur certains projets de CHU, data center, on a besoin d'identifier un couple de chemin de câble. Et pareil, un câble peut emprunter plusieurs chemins, plusieurs cheminements, plusieurs réseaux. Donc, il peut avoir plusieurs modes de pose. Donc, il faut pouvoir transmettre à un logiciel de calcul le mode de pose le plus défavorable. Bon, c'est technique, mais ce qui est important ici, c'est que c'est des données qui sont importantes. Après, vous pourrez me dire, est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi loin? On parle bien de décrire un clone digital de l'installation. Et c'est de ce clone, de cette installation, de cette maquette numérique qu'on va pouvoir analyser et extraire différentes données. Donc aussi, je souligne un besoin de pouvoir explorer une distribution. Un logiciel qui propose de faire une installation BIM électrique doit pouvoir permettre de décrire clairement la distribution électrique. Après, on peut avoir plusieurs types d'explorateurs. Ici, j'affiche un explorateur de Revit, parce que Revit permet de le faire pleinement, de pouvoir décrire le tenant, de créer un circuit et de pouvoir raccorder les équipements entre eux et de gérer les bilans de puissance. C'est une base. À savoir que j'identifie bien le fait d'implanter des équipements électriques que de pouvoir faire une distribution électrique. Donc voilà, donc c'est ça un besoin. Donc la maquette numérique est une norme d'installation électrique. Donc une fois qu'on a vu les objets, une fois qu'on a vu la maquette, on a vu les circuits, on a vu les câbles, on a vu des propriétés qui peuvent être décrites dans la maquette numérique, on va aborder l'aspect normatif. Donc on ne va pas forcément rentrer dans ce détail, mais ce qui est important,
c'est qu'il y a l'aspect norme qui est primordial. Aujourd'hui, c'est un sujet parce que les maquettes numériques ne prennent pas en compte, enfin, ne permettent pas de définir et de définir la norme du projet. Sachant qu'une maquette peut avoir plusieurs domaines de tension, plusieurs normes représentées sur la maquette numérique. À savoir, si on sort du bâtiment et qu'on a une vision peut-être à une échelle plutôt de rue, de quartier ou autre, où on peut avoir un besoin de visionner plus large. Donc l'aspect norme va être important. Non, je parle norme de distribution électrique, parce que quand on démarre un projet de maquette numérique, je vais encore citer Revit parce que c'est la plateforme que je connais qui modélise bien l'installation. Voilà, il faut pouvoir au moins identifier cette norme. Donc on a effectivement pouvoir définir cette norme et pouvoir définir la distribution électrique va être aussi importante. Identifier les tenants, identifier la norme sur laquelle fonctionne le projet et pouvoir raccorder les éléments entre eux pour décrire le circuit. Donc, Revit permet de pouvoir apporter plusieurs éléments de la norme. Type de conducteur, les systèmes de distribution, les tensions de distribution, les sections de câbles. Voilà. Donc, il y a quand même un premier pas qui est fait dans Revit pour pouvoir identifier par la paramètre électrique les différents éléments de la norme. Mais il faut quand même saisir beaucoup de données pour pouvoir le rendre opérationnel. Un des grands besoins, un des grands éléments, c'est de pouvoir fournir un gabarit digne de ce nom, électrique, peut-être électrique, qui peut être utilisable par l'ensemble du secteur, voilà, que les acteurs se mettent d'accord sur la façon dont on décrit une installation électrique. Après, effectivement, c'est pas évident aujourd'hui parce que aujourd'hui, il n'y a pas je pense pas qu'il y ait il y a une synergie, mais aujourd'hui, il y a beaucoup il n'y a pas un format commun de données électriques, donc voilà, donc c'est sensible. Mais c'est un point très très important, c'est de pouvoir justement, lorsqu'on démarre vite, qu'on puisse travailler de manière normalisée et qu'on puisse sortir ces études en sachant que les résultats correspondent aux attendus du marché. Donc, la maquette numérique pour le courant faible. Bon, je vais dire un petit mot pour le courant faible, parce qu'on ne va pas développer ici, mais le sujet est aussi important et riche, et toujours en me basant sur la modélisation de ce qui est fait dans Revit, on peut bien sûr décrire l'installation courant faible. Mais un des besoins qui sont indispensables, c'est de pouvoir générer automatiquement un synoptique. Ça, ce serait énorme. Aujourd'hui, effectivement, on décrit son installation dans l'outil de modélisation. On peut décrire les tenants aboutissants, mais après, effectivement, il faut reprendre, il faut redessiner. Et si la donnée qui est ici n'est pas issue de ce qui est décrit dans la maquette, il y a rupture de la chaîne d'information, risque d'erreur, on n'est pas BIM. Et pareillement, un autre besoin qui peut vraiment être pertinent, c'est de pouvoir permettre de générer une face avant de rack, de baie, etc. Voilà, c'est des points courant faible qui sont importants. Je ne vais pas développer le courant faible dans Revit parce qu'il y a vraiment de belles choses qui peuvent être faites. Mais encore une fois, l'idée ici, c'est que le courant faible peut être géré dans Revit ou dans d'autres plateformes de modélisation. Mais en tout cas, voilà. J'insiste sur le fait que je parle de Revit parce que j'y trouve en fait pas forcément tout. On a vu sur l'aspect normatif, il y a des manques, mais il permet de faire quand même pas mal de choses. Et pas mal de choses pour décrire l'installation. Et donc, c'est quand même un bon plus. Le BIM électrique à l'échelle du territoire. Donc, donc le BIM électrique n'est pas forcément que lié au bâtiment. Donc, ici, je veux faire un parallèle avec l'infrastructure. Ici, le réseau de transport et de distribution de l'électricité est organisé à la manière d'un réseau routier, avec ses grands axes, ses axes secondaires et ses échangeurs. Le réseau français d'acheminement de l'énergie électrique est organisé en deux niveaux.
le réseau de transport et le réseau de distribution. Bref, tout ça pour vous dire que à l'échelle du territoire, on a toute une gestion, il y a un vrai réseau de distribution à gérer. Et de la même façon qu'il y a des routes sur l'infrastructure à gérer. Et là, il y a une gestion, une exploitation et un suivi qui est continu. C'est permanent qu'il faut gérer cette distribution à l'échelle de la ville, à l'échelle du territoire. Et donc, il y a un vrai enjeu ici. Il y a vraiment un vrai enjeu. Effectivement, et sur toute cette distribution, on va avoir des normes qui vont être représentées dans la maquette numérique. Ici, vous voyez, quand je parle à l'échelle du territoire, ne voyez pas forcément un Revit ou une autre. Hein. Là, on va passer à un autre niveau de pouvoir identifier la donnée à l'échelle du territoire, mais qu'elle reste toujours centralisée. Donc, on va avoir un besoin de gérer données à l'échelle de SIG. Ici, je vous montre un exemple d'une plateforme qui s'appelle Mapedit, que Man & Machine distribue, qui permet de gérer l'ensemble des réseaux d'alimentation, de pouvoir faire des coupes, à savoir les coupes de caniveaux, les coupes de cheminement, pour identifier exactement le nombre de câbles, ce qui reste, etc. Ça, aujourd'hui, c'est possible dans une gestion SIG. Rapidement, je vous montre un petit exemple. La vidéo, là, bon, c'est en allemand, parce que c'est un outil allemand, mais l'interface existe en français. Ici, rapidement, on peut sélectionner par exemple, voilà, une alimentation et identifier tous les bâtiments qui sont alimentés par ce réseau. Et donc, si par exemple on fait une interruption, on peut identifier quelles sont les zones qui vont être impactées. Là, c'est une gestion de la distribution directement sur un SIG. Et ça, encore une fois, c'est une base de données centralisée. Et donc là, on a une échelle plus haut. On est sur la ville, à savoir que les volumes qui sont représentés ici, on pourrait imaginer que je décide d'éditer ce bâtiment et de pouvoir entrer dans la maquette numérique, etc. Donc, ce genre de plateforme permet rapidement de pouvoir non seulement gérer toute la distribution, là c'est les LEC, mais aussi tout ce qui est eau, assainissement et autres, et de pouvoir aussi générer un synoptique de distribution qui va représenter le raccordement des différents logements et autres. Donc là, c'est une vision à l'échelle de la ville. Mais pour moi, c'est exactement la même chose que la partie bâtiment. On a une donnée de distribution à gérer et qui vivent tout au long du bâtiment. Donc, approche sur l'écosystème BIM et les solutions qui permettent de gérer le lot électrique. Donc, aujourd'hui, le BIM électrique et les solutions logicielles. On a bien sûr cette maquette numérique qui permet de pouvoir gérer l'installation, d'analyser, de dimensionner, de faire des schémas, de gérer des nomenclatures, d'exploiter et de maintenir. Concrètement, moi, encore une fois, je n'ai pas d'action chez Autodesk, mais c'est la seule plateforme, c'est la seule plateforme pardon, que je connais qui permet de décrire aussi exhaustivement l'installation, enfin, c'est bien, la description n'est pas exhaustive, mais aussi qui permet de décrire d'une manière aussi riche l'installation électrique. Après, je suis preneur de voir les autres plateformes comment ils vont définir cette installation, à savoir avec les différents éléments qu'on a mentionnés, de pouvoir explorer le circuit, pouvoir définir les différents paramètres normatifs, etc. Donc après, il y a cette plateforme de modélisation de maquette numérique. J'identifie Revit, mais ça peut être un autre. Ça peut être le vôtre. Après, il y a des outils de dimensionnement, enfin, il y a les acteurs qui interviennent en tant que fabricants, en tant que d'apporteurs de solutions de dimensionnement d'installation électrique. Dans cette webinaire, je ne vais pas citer les solutions parce que ce n'est pas le but. On a posé un petit peu les besoins, on a posé les manques. Et ici, il y a des acteurs qui proposent différentes solutions. Il y en a sans doute d'autres, excusez-moi de ne pas les citer. Voilà. Donc, il y a différents acteurs qui proposent différentes solutions et vous pouvez vous adresser à eux si vous voulez rentrer dans le détail de ce qu'ils proposent. Dans la suite des autres webinaires, j'aurai des invités de ces
organismes qui vont intervenir pour présenter leurs solutions. L'idée, encore une fois, c'est pas forcément c'est de voir comment on va répondre à un besoin et comment on va répondre à un manque, comment on solutionne les besoins de l'installation électrique avec les différentes solutions qu'on va voir par la suite des autres webinaires. Donc parce qu'en fait, ici, il y a aujourd'hui, le fait que ce soit l'installateur qui porte la responsabilité, le gros de l'installation électrique se fait en phase exécution. Se fait en phase exé. Et il y a un vrai besoin parce que puisqu'on veut déporter la charge très tôt, aujourd'hui, on veut pouvoir faire très tôt. Mais aujourd'hui, lorsqu'on cherche des solutions d'analyse qui permettent de faire de pouvoir dimensionner par ratio, pour pouvoir sortir un synoptique parce que je n'ai pas encore implanté. Il y a énormément de choses à faire ici, dans cette phase d'analyse, qui aujourd'hui, en fait, pour ma part, je n'ai pas encore trouvé de solution et qui va permettre en fait progressivement d'aller vers le résultat final. Mais dans cette première phase d'analyse, il y a un manque. Il y a réellement manque, il y a même une absence, je dirais même sur l'aspect production d'énergie, sur l'aspect photovoltaïque, sur l'aspect analyse de production énergétique. On a ce qu'on appelle la STD qui permet de faire l'analyse de la simulation thermodynamique. On pourrait imaginer aussi une analyse une simulation de production d'électricité par du photovoltaïque, par des éoliennes. En fait, très tôt dans le projet, il y a moyen d'intervenir pour pouvoir optimiser. À savoir que l'objectif du projet, c'est de pouvoir construire mieux et qu'il consomme mieux. Donc après, une fois qu'on a vu ça, on va parler de format d'échange. Effectivement, si je reviens en arrière rapidement sur ici, on va à différents acteurs. Il y a aussi différentes plateformes. J'en ai pas mis 50, j'en ai mis qu'un seul, mais aussi on a un besoin d'échanger puisqu'on collabore. Tout le monde n'apparaît vite. On le verra par la suite. Hein. Tout le monde n'apparaît vite. Il y a plein d'autres personnes autour d'un projet qui ont autre chose. Je le conçois tout à fait. Et il faut qu'il y ait autre chose. C'est indispensable qu'il y ait autre chose. Mais comment on communique? Comment la communication elle est faite? Si je reviens ici, effectivement, il y a le format IFC, Industry Foundation Classes, qui permet justement de porter l'information BIM de manière ouverte et neutre et de conserver la donnée. Et donc, c'est aujourd'hui le format d'échange BIM qui permet justement à différents éditeurs de communiquer, d'exporter la donnée. Après, effectivement, il y a une donnée relative à la construction, au bâtiment, quid de la donnée électrique. Dans les dernières versions des IFC qu'on voit ici, la donnée électrique est beaucoup mieux décrite. Mais il reste encore des choses à faire. Mais aujourd'hui, c'est un très beau format, un très beau véhicule qui permet de transporter l'information d'un endroit à l'autre, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, précédemment, il y a des acteurs qui sont vraiment présents sur le secteur aussi, qui permettent d'organiser l'information technique, d'organiser les informations dans les échanges, et les informations techniques sont capitales pour pouvoir garantir l'intégrité de l'information lorsqu'on échange. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir garantir l'information, garantir l'intégrité de l'information lorsqu'on échange. Et ici, c'est une question que je me pose. Je sais qu'il y a des choses, il y a des actions qui sont menées en parallèle, et ça ce sera vraiment optimum lorsqu'on y aura une convergence de l'ensemble des acteurs qui classifient, qui définissent les normes pour pouvoir décrire l'installation électrique, pour pouvoir décrire la donnée électrique. Autrement, il y a d'autres acteurs qui n'utilisent pas de format d'échange, qui interviennent avec ce qu'on appelle un API directement dans la solution de modélisation pour pouvoir venir et chercher l'information. Donc ici, on le voit. Par exemple, on va voir la maquette BIM et un BET. Un BET va pouvoir utiliser son logiciel pour pouvoir venir lire directement la donnée, faire l'analyse et communiquer.
Là, on n'est plus sur des formats d'échange, on est sur de l'API. C'est une voie, c'est une façon de faire. Mais sans ce format d'échange qui garantit l'intégrité de la donnée de manière classifiée, organisée, normalisée, ça va être compliqué pour sortir une note de calcul, pour valider une installation avec une donnée dont on n'a pas la certitude. Donc, un des objectifs du BIM, c'est de pouvoir justement construire mieux, construire des bâtiments intelligents, avec des réseaux intelligents, intégrer des productions et des énergies vertes dans le bâtiment, rendre un bâtiment intelligent. Mais sans cette classification des objets, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les objets communiquent entre eux. Pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils parlent le même langage. Donc, c'est indispensable que ces données soient fortement identifiées et liées à la maquette numérique transportée par les IFC. Donc, l'objectif, elle est vraiment… bien sûr, il y a tous ces aspects de coût, de construction, qui sont prouvés. Et on gagne à bien faire, à construire, à organiser la construction, à industrialiser la construction. Moi, pour ma part, c'est vraiment l'objectif, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir réduire la consommation énergétique. Réduire cette consommation énergétique parce que la phase d'exploitation-maintenance, c'est la phase la plus longue du bâtiment. Et c'est là que le bâtiment consomme, c'est là qu'on gère les équipements techniques les plus longs et c'est là qu'il y a un vrai coût sur cette phase d'exploitation-maintenance. Donc ici, j'avais fait la majorité des images, des slides que je passe vient d'une thèse que j'avais soutenue au Master BIM des ponts et chaussées de l'ESTP. Et j'avais justement illustré ici cette idée de la maturité BIM, à savoir que très tôt on concevait d'une certaine façon, d'une manière carbone, on va dire, et qu'on tend à optimiser les installations par de l'énergie verte. Donc, il y a une transition numérique, il y a une transition énergétique qui est indéniable. On connaît plusieurs étapes. Ici, on vise l'objectif 2, qui est pour moi une étape de management, d'organisation, d'organisation de la donnée, d'échange. On va vers un niveau 3 du BIM qui est, pour moi, ce niveau 3, elle est essentiellement basée sur l'information, l'intégrité de l'information. Et quand cette information sera complètement intégrée, on tendra à rendre des bâtiments complètement intelligents parce qu'on saura gérer cette donnée. Donc ici, j'imagine avec les différents acteurs une modélisation d'une installation électrique, une donnée, un format qui permettrait à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des plateformes de communiquer électrique et de retrouver toute la donnée dans ce format d'échange. Ça, c'est une piste. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux de communication qui fait que c'est très compliqué de pouvoir définir ces éléments, à savoir, imaginez, je définis mon installation électrique dans Revit ou une autre plateforme, j'utilise un autre logiciel pour faire la partie schématique, un autre logiciel pour faire la face avant d'armoire ou la mise en armoire, à savoir que c'est un gros défi tout ce qui est armoire électrique, c'est une petite maquette électrique dans l'installation, c'est un gros enjeu. Donc, il y a plusieurs acteurs qui doivent se mettre d'accord pour faciliter les échanges. Sinon, on restera dans la ressaisie. Donc, quelques aspects sur le coût. Ici, le passage du BIM en investissement. Je reprends cette étude qui est peut-être pas forcément tout à fait à jour parce qu'elle date, mais c'était une superbe étude qui a été faite par l'OPIEC qui illustre aussi ma présentation, qui définit un petit peu les coûts en formation, en logiciel, en ordinateur, et que pendant la phase où on va s'équiper, il va falloir se former, et pendant ce temps, on va avoir une baisse de production. Ce temps, il est nécessaire parce que c'est en avançant qu'on s'améliore et qu'on évolue, mais il y a quand même un coût. Il y a quand même un coût. Et pour l'acteur électricien, je voulais solutionner ça. Enfin, souligner ce point. Bon, majoritairement, une grande partie des acteurs électriciens modélisent sur de l'AutoCAD LT. Vous avez ici un coût annuel de l'AutoCAD LT.
Aussi, vous avez un coût d'un Revit qui revient ici. Vous voyez, donc, pour qu'un électricien qui travaille sur LT puisse faire de la maquette numérique, il faut qu'il s'équipe d'un coût. Sans compter les add-ons, les applicatifs métiers des éditeurs du secteur électrique, qui ont aussi un coût. Donc, en fait, non seulement, pour moi, l'acteur électricien est indispensable dans la survie de la démarche au-delà de la phase construction, mais ce que j'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, il est chargé, en fait. L'acteur électricien, il est chargé niveau coût parce que il faut ce qu'il s'équipe. Voilà. Donc, il y a une grande nécessité de se former. Je peux bientôt finir. Il y a une grande nécessité de se former. Et donc, effectivement, il faut bien que je fasse aussi un petit peu de vente de ce que nous proposons chez Man & Machine. C'est cette cursus de formation qui permet d'aborder l'ensemble des axes du BIM, passant par la modélisation pour BIM Modeler sur les différents métiers, les différentes plateformes. Et donc, vous certifiez sur ces plateformes de modélisation en fonction de votre métier. Il y a l'aspect coordination aussi. On fait une BIM en coordination qui vous permet de vous certifier aussi sur ce domaine et aborder différentes plateformes et des axes. Ici, on pourra aussi introduire BIMtrack, qui est un superbe outil qui va permettre de suivre les différents échanges sur la maquette numérique. Et on est de plus en plus dans ce besoin de suivre les échanges et de pouvoir les tracer et pouvoir les commenter et suivre l'évolution du projet. Donc, on va intégrer les différentes solutions qui permettent d'optimiser la coordination BIM. Et pareillement, sur l'aspect BIM management aussi, on va décrire un cursus qui permet vraiment de prendre en main le projet, de pouvoir s'identifier en tant que BIM manager. En conclusion de ce webinaire, je vais utiliser ce slide qui est présenté ici, qui va permettre en fait de mettre en amont du projet un cahier de prescription d'exploitation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un projet, généralement, on fait la programmation, on conclut, etc. Et puis, on fournit un DOE. Mais si le DOE ne correspond pas aux besoins d'exploitation, voilà, il va falloir refaire, matcher, passer un temps à faire en sorte que ça coïncide. Il est indispensable indispensable, il est nécessaire, je pense, que ce cahier de prescription en témoigne et le signifie et le guide de pouvoir en fait faire intervenir les besoins de la maîtrise d'ouvrage, les besoins d'exploitation maintenance en amont pour que toutes les phases, tout le programme, tout le plan de construction et d'études correspondent aux résultats attendus. D'autant plus, je m'arrêterai aussi sur cet arrêté qui fait que la maîtrise d'ouvrage, elle est tenue d'avoir à jour les plans de ces locaux, les plans de masse, les cahiers de prescription technique, les schémas unifilaires des installations, les carnets de câbles, les notes de calcul. En fait, depuis l'arrêté du 10 octobre 2010, la maîtrise d'ouvrage est tenue de les avoir à jour. Aujourd'hui, dans un axe de BIM, on serait obligé d'intégrer une maquette numérique électrique, ce que j'identifierais comme MNE, dans ces éléments, à savoir que l'installation, elle est identifiée dans la maquette. Après, effectivement, il y a une mise à jour du 20 avril 2012 où on identifie complètement un dossier technique des installations électriques dans le bâtiment et que ce dossier, en fait, la maquette numérique, le DOE numérique doit prendre part de ce dossier et que les réflexions, les stratégies de maintenance et exploitation doivent clairement intégrer ce dossier. Donc voilà, pour faire du BIM, on a un objectif, c'est de pouvoir s'organiser dans son métier et mettre un plan et de viser pour l'objectif 2022. Combien de personnes sont impliquées? Il y a énormément d'acteurs sur le sujet, énormément d'acteurs qui travaillent sur le BIM en France et qui permettent de faire avancer les choses. Donc, c'est quand même une chance qu'on a. Et donc, il n'y a plus de cas. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je suis à votre disposition chez Man & Machine pour développer plus amplement ce sujet. Je dispense justement différentes formations en BIM management, en BIM électrique, où on va déployer en fait l'ensemble de ces normes. Je vous donne rendez-vous le 25 mars pour le projet, pour l'aspect programmation d'un projet
électrique en BIM. Il y a des choses à dire, j'ai vraiment des choses à dire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Alors, je ne sais pas si, voilà, je vois des questions. Bonjour, donc il y a beaucoup de personnes qui demandent le support. Oui, il y aura accès bien sûr en PDF. Le webinaire, il est enregistré, vous pourrez les suivre. Donc, toutes les questions que vous avez posées, je vais prendre le temps, on va prendre le temps avec l'équipe Man and Machine de vous apporter toutes les réponses. C'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que vous étiez vraiment nombreux à vous connecter sur ce webinaire et je vous remercie encore vivement et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour le 25 mars prochain. Le sujet va être vraiment très, très intéressant. Vous voyez, on a vraiment couvert enfin, poser les bases. On va développer tout ça sur chaque sujet présenté. On va essayer de voir quelles réponses on y apporte en fonction des besoins du projet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et voilà, portez-vous bien et restez safe.